Bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Allongement de la durée de cotisation, 35 heures ou encore TVA sociale. Le gouvernement tranche et pas toujours en faveur de son camp. Le ministre du Travail, Xavier Bertrand, s'est ainsi empressé de refermer le débat sur les 35 heures, tandis que le secrétaire général de l'UMP, Jean-François Copé, s'applique à remettre le sujet sur la table. Alors à quoi joue le parti majoritaire? Réponse de notre invité politique ce soir, Jean-Claude Gaudin, président du groupe UMP au Sénat. Beaucoup d'entre eux avaient le sourire. Aujourd'hui, ils ont passé le cap du bac avec toujours la même émotion lors du moment fatidique des résultats. Et de manière générale, les taux de réussite ont progressé cette année. Les détails dans le tour de l'info tout à l'heure. Et puis sur la scène internationale, au moins 11 civils tués par les forces syriennes aujourd'hui dans la ville de Hama. Les États-Unis se disent inquiets de la situation. La France dénonce une répression inacceptable. Mais sur place, le régime de Bachar al-Assad reste sourd à toutes ces protestations. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. Est-ce une question de jour? En tous les cas, pour la presse américaine, il n'y a plus de doute sur l'issue de la procédure menée par le procureur Cyrus Vance dans l'affaire DSK, Diallo. Les doutes qui pèsent sur la crédibilité de l'accusatrice ne peuvent mener qu'à l'abandon des charges. Et en France, à présent, la plainte de Tristan Banon pour tentative de viol contre Dominique Strauss-Kahn a été envoyée au parquet de Paris. On va écouter la réaction de la mère de la jeune femme. Je suis fière. Je suis fière de ma fille parce que vous savez, comme tout le monde, qu'il y a environ 10% des femmes agressées sexuellement qui portent plainte. Que là, en l'occurrence, il y a eu tentative de viol manifestement et que c'est encore plus lourd, si je puis dire, pour elle de porter plainte. Les proches de l'ancien directeur du FMI dénoncent, quant à eux, aujourd'hui l'opportunisme de la jeune femme. Et de manière générale, ce sont tous les socialistes qui ont envie de tourner la page depuis 6 semaines. Ils sont passés par tous les états d'esprit, stupéfaction, abattement, résignation, espoir. Du côté des sénateurs PS en particulier, on croit de moins en moins à un retour de DSK, Élisée Cardy et Marie Chambrial. Il a fait une déclaration, justement, M. Patria. Il va peut-être vous la reprendre. Là, tu me passes le flambeau, là. Qu'est-ce que tu me files, là, le bébé, la patate chaude? La patate chaude, c'est bien sûr le nouveau rebondissement dans l'affaire DSK. Mais pourrait-il revenir dans la course? Les sénateurs strauss-kahniens obligés de se positionner pour un autre candidat ne le sentent pas vraiment. L'impact dans l'opinion, sauf de sa part une volonté réelle, je pense que Dominique lui-même ne songe pas vraiment aujourd'hui à un retour. Donc, de facto, mon soutien à François Hollande n'a pas lieu d'être changé. Sauf nouvelle donne dans les candidatures, personnellement et avec beaucoup d'amis de Dominique Strauss-Kahn, nous soutiendrons la candidature de Martine Aubry. Mais surtout, il n'y aurait guère que ces anciens partisans de Dominique Strauss-Kahn à se passionner pour cette affaire. Pour les autres, c'est un peu le rebondissement de trop. Je trouve que c'est l'overdose, quoi. Donc, la politique, c'est pas ça, quoi. On a suffisamment de problèmes à gérer les problèmes qui se posent sans devoir gérer ceux qui se poseraient peut-être. Mais vous en parlez entre vous, on imagine. Mais non! Les autres sénateurs n'en parlent pas donc ou préfèrent ne pas en parler, trop soucieux des éventuelles conséquences de ces affaires sur les campagnes à venir. Et Christine Lagarde s'installe au FMI. L'ex-ministre de l'économie a pris ses fonctions. Aujourd'hui, elle doit s'exprimer demain. Elle s'est vue confier une feuille de route chargée, le plan d'aide à la Grèce, bien sûr, les difficultés de la monnaie européenne, mais aussi ramener un peu de sérénité au sein de l'organisation secouée par la démission de Dominique Strauss-Kahn. Et justement, on parle de l'affaire Dominique Strauss-Kahn avec notre invité, maître Christopher Mesneau. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Alors, je ne vais pas vous présenter de nouveau. Les téléspectateurs vous connaissent à présent. Vous êtes souvent venus chez nous. Vous êtes, je le redis néanmoins, avocat à la fois au barreau de Paris et de New York. Vous exercez depuis de nombreuses années. Maître, est-ce que vous avez déjà vécu une telle affaire aussi incroyable dans tous les sens du terme? Écoutez, il y a des affaires fortement médiatisées qu'on connaît en France. Par exemple, l'affaire Michael Jackson, l'affaire O.J. Simpson. En revanche, on n'a jamais eu une affaire de cette ampleur-là
Et de cette complexité-là, impliquant des éléments aussi divers et variés que le FMI, la présidence potentielle de la République, des affaires qui commencent maintenant en France. Non, je pense qu'on peut dire que c'est un procès proprement dit inédit, même dans l'histoire judiciaire américaine. Alors, est-ce que le procureur, pour des questions de procédure, va attendre l'audience du 18 juillet pour annoncer, peut-être, je prends des précautions, l'abandon des charges contre Dominique Strauss-Kahn, ou alors demain, après-demain, eh bien, il peut le faire et plus tôt serait peut-être le mieux? C'est entièrement à sa liberté de décider le moment et l'opportunité de demander effectivement un non-lieu auprès du juge. Vraisemblablement, d'ailleurs, il a déjà annoncé lors de l'audience de vendredi dernier, il va se concerter avec les avocats de M. Strauss-Kahn pour décider de la suite à donner à cette affaire. Donc le temps pour qu'ils discutent entre eux, ils analysent les différentes possibilités des uns et des autres. Il se peut qu'on arrive au 18 sans problème. Néanmoins, s'il y a un nouvel élément qui a tendance à infirmer totalement l'intérêt d'un procès, il se peut qu'on arrive à une audience bien avant le 18 juillet. Ce soir, Maître, la plaignante et son avocat tentent de se défendre et contre-attaquent et attaquent en tout cas le New York Post qui écrit dans ses colonnes que la jeune femme est une prostituée. Qu'est-ce qu'elle risque aujourd'hui concrètement, Nafissatou Diallo, si ces mensonges sont avérés? Plusieurs choses. Tout d'abord, et le plus grave pour moi, c'est le fait qu'elle a menti au grand jury. Parce que c'était justement sur la base de ces mensonges au grand jury que M. Strauss-Kahn a été inculpé. Donc, le mensonge en général aux États-Unis est très mal vu. Ensuite, dans la mesure où ces mensonges ont donné lieu à un procès ou un éventuel procès et risque de la prison, qui plus est dans la mesure où elle a menti apparemment sur son dossier d'asile pour entrer aux États-Unis et risque éventuellement à ce titre-là l'expulsion définitive du sol américain. Est-ce que vous nous confirmez que cette plainte en France de Tristan Banon, elle n'interfère pas avec le dossier américain, comme le disent d'ailleurs beaucoup d'avocats ce soir américains? Oui, en fait, ce sont deux choses évidemment liées, mais en même temps tout à fait distinctes, parce que pour l'instant, le procès américain implique Mme Diallo, dont la crédibilité a été fortement ébranlée. On a maintenant une affaire en France sur la parole de Mme Banon. Ce n'est pas pour autant que Mme Banon gagne ou perd cette action n'aurait pas de répercussions dans les jours ou les semaines à venir vis-à-vis de Mme Diallo. Mme Diallo a été décrédibilisée et il n'y a rien que puisse dire Mme Banon qui changera cela. En revanche, en civil, le jour où Mme Diallo décide d'assigner M. Strauss-Kahn en civil pour dommages et intérêts, là, le fait qu'il y a maintenant une nouvelle action introduite en France, les avocats de Mme Diallo peuvent s'en servir dans l'optique d'obtenir dommages et intérêts pour Mme Diallo. J'ai une courte dernière question, c'est votre regard sur vos confrères, sur leur stratégie. Maître Kenneth Thompson et son interminable monologue devant la presse comme s'il était devant le tribunal, et même l'avocat de Tristan Banon qui d'ores et déjà prévient que si la plainte n'aboutit pas en France, on peut se poser des questions sur la justice française. Est-ce que ces stratégies vous semblent Écoutez, je pense que de manière générale, l'affaire est tellement immense par tous les côtés que autant les Américains que les Français peuvent poser des questions sur leur propre système de justice. Je vais me limiter au système de justice américain pour l'instant. Vu le fait que M. Strauss-Kahn a été traité de manière pas très correcte finalement par rapport à ce qui s'est passé par la suite, aux États-Unis, on va très certainement mener des réflexions sur la manière d'améliorer et de renforcer la présomption d'innocence dont M. Strauss-Kahn a pleinement bénéficié dans les faits, mais pas forcément dans les images. Merci beaucoup, Maître Mesneau, d'avoir été notre invité ce soir et merci pour cet éclairage. La suite du 22h avec l'information sociale de la journée en France. Cette fois-ci, le ministre du Travail, Xavier Bertrand, confirme ce matin sur Europe 1 le passage à 41 annuités et demie pour la durée de cotisation. Le PS dénonce une réforme des retraites mal ficelée. Paul Bouffard. On l'avait oublié, mais la loi Fillon de 2003 comportait un alinéa qui ouvre la porte à d'éventuelles augmentations des cotisations. Un ajustement soutenu par le COR, Conseil d'orientation des retraites. Il vous faudra à l'avenir cotiser 41 années et demie, soit 166 trimestres, une suite logique pour la majorité. Un trimestre, c'est fort peu de choses, quoi qu'en pensent les gens. Depuis 1980 jusqu'à maintenant, l'espérance de vie a augmenté de 7 ans. Donc logiquement, on devrait porter la retraite de 60 à 67 ans. Et donc on est encore assez loin du compte. Nous sommes très loin des autres pays européens sur le sujet. La France ne peut pas continuer à payer des retraites à crédit comme elle le fait actuellement.
Une décision qui fait grincer des dents à gauche, 4 jours après l'entrée en vigueur de la loi repoussant l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans. Certains y voient une double peine. Ce sont des technocrates qui font ces lois, c'est-à-dire ils font une courbe, puis ils disent ben voilà, on va vivre plus longtemps, donc hop, il faut travailler plus longtemps. Mais ça ne marche pas comme ça, puisque de fait aujourd'hui, les personnes à 55 ans sont au chômage quasiment à 50%. Donc ça veut dire comment on va faire pour trouver du travail à ces personnes-là? Et comment on va faire pour trouver du travail aux jeunes? La loi de 2003 indique que les gains d'espérance de vie à 60 ans doivent se répartir entre un allongement de la vie professionnelle et de la retraite. Selon les chiffres de l'INSEE, l'espérance de vie aurait gagné 1 an sur les 4 dernières années. Et le ministre du Travail, Xavier Bertrand, s'est aussi empressé ce matin de refermer le débat sur les 35 heures, tandis que le secrétaire général de l'UMP, Jean-François Copé, s'applique à remettre ce sujet sur la table. Les détails avec Jérôme Rabier. 35 heures TVA sociale, l'UMP relance les débats et aligne les propositions pour solder l'héritage d'une certaine Martine Aubry, la dame des 35 heures. C'est d'imaginer demain une nouvelle démocratie sociale dans laquelle, par branche ou par entreprise, les partenaires sociaux, respectant le cadre de la loi, discuteront des conditions de travail, du temps de travail, de l'organisation du travail. Pour l'UMP, fini la durée légale du temps de travail pour tous. À chaque métier son décompte. La majorité cogne là où ça fait mal. Ces propositions, nous ne nous interdisons aucune, fût-ce des propositions audacieuses, mais qui sont audacieuses en France. Parce que partout ailleurs, la durée du travail, on le sait, est plutôt fixée par la négociation que dans la loi. La CGT a décliné l'invitation de l'UMP, Force ouvrière et la CFDT ont-elles répondu présentes. S'il est important pour ces syndicats de discuter du dialogue social, il y a des acquis qui doivent perdurer. Nous considérons qu'il est utile qu'un syndicat dise son point de vue sur le dialogue social. Sur la question du temps de travail, nous considérons indispensable de conserver une durée légale hebdomadaire du travail pour tous les salariés de France et de Navarre. L'UMP relance le débat et Jean-François Copé aime ça. Xavier Bertrand beaucoup moins. Il a réaffirmé son opposition à la fin des 35 heures. Le thème de la convention était pourtant bien le dialogue social apaisé. Pas sûr qu'il le soit à l'UMP. Et sur tous ces sujets sociaux, notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors revenons à l'allongement de la durée de cotisation. On croyait la réforme des retraites 2010 bouclée. Qu'est-ce qui se passe ? Bouclée. Ah oui ? Le problème, c'est qu'une loi ne chasse pas l'autre. Effectivement, pendant qu'on discutait de la loi 2010, on avait oublié qu'il y en avait une avant, qui était celle de 2003, la loi Fillon. La loi Fillon maintenait la possibilité pour chacun de partir à la retraite à 60 ans, qui existe depuis 1983. Mais elle introduisait une modification, c'était l'idée qu'il fallait qu'au fur et à mesure que l'espérance de vie augmentait après la retraite, eh bien, il fallait, pour que les temps de retraite ne s'éternisent pas, demander plus de cotisations aux futurs retraités. Et on avait prévu qu'il faudrait 41 ans et demi pour les gens qui sont nés en 1958. Ce qui s'est passé, c'est que l'espérance de vie a augmenté plus vite qu'on ne l'avait prévu au départ. Et donc, c'est plus 41 ans et demi pour les gens nés en 1958, mais pour les gens nés en 1955, c'est-à-dire M. Sarkozy, par exemple. Mais le problème, c'est qu'on s'est aperçu que ce système ne permettait pas de faire les économies nécessaires, et donc on a fait la réforme de 2010. Vous ne pouvez pas partir quand vous avez 60 ans, quelle que soit votre durée de cotisation. Et là, le changement financier est considérable, puisque dès cette année, il y aura 100 000 départs à la retraite en moins par rapport à l'année d'après. Le petit problème que ça pose quand même, le fait de la jonction de ces deux lois, c'est qu'on calcule l'espérance de vie après 60 ans pour régler le nombre d'années de cotisation, mais alors que la retraite va être portée à 62 ans. Donc c'est quand même pas tout à fait juste, il faudra faire un ajustement. Jean-Louis, direction le Portugal. On apprend ce soir la dégradation, et puis une vraie dégradation très forte de la note du Portugal. Quelles sont les conséquences Une dégradation de 4 points. Ça veut dire que ça se complique très sérieusement. L'agence Moody's nous dit le Portugal sera incapable, malgré le plan d'aide de 75 milliards d'euros qui a été voté il y a à peine 3-4 mois par l'Europe, sera incapable de retourner sur le marché financier. Donc il ne pourra pas refinancer sa dette. Ça veut dire que le Portugal est peut-être en train de devenir la Grèce, alors qu'il pèse 3 fois plus lourd. Là, ça commence à devenir assez compliqué pour les Européens. On en reparle ensemble demain, Jean-Louis. Merci beaucoup. Retour en France avec les sujets sociaux. Et tout de suite, notre invité politique.
Il est l'invité politique du 22h. Jean-Claude Gaudin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes le président du groupe UMP au Sénat. On va parler évidemment du Sénat et des élections sénatoriales, mais d'abord des questions d'actualité qui concernent les Français. Aujourd'hui, le ministre du Travail, Xavier Bertrand, a annoncé l'allongement de la durée de cotisation à 41 annuités et demie. Le PS dénonce une réforme des retraites mal ficelée. Les syndicats sont vent debout. Sur la forme, Jean-Claude Gaudin, est-ce que c'était le bon moment de l'annoncer? Actuellement, la durée de cotisation est de 40 ans et de 3 trimestres. Alors, de quoi s'agit-il? Premièrement, la loi de 2003 a prévu une règle simple. Lorsque l'espérance de vie augmente, les gains d'espérance de vie sont répartis entre activité pour 2 tiers et retraite pour 1 tiers. Ce calcul se fait au sein du Conseil d'orientation des retraites, créé par M. Lionel Jospin. Il réunit des parlementaires, des représentants des partenaires sociaux et experts. C'est donc totalement transparent. Mais sur le plan politique, les syndicats annoncent une rentrée sociale très chaude. Est-ce que ça ne fait pas désordre? On l'annonce chaque année. Il y aura 62 ans pour l'âge légal de départ à la retraite et 41,5 ans de cotisation. Au moment où en Allemagne, c'est 67 ans et 45 ans. Bref, tout cela me paraît Non, mais logique. tout ça paraît normal. J'ai écouté tout à l'heure, le Premier ministre, monsieur Mauroy. Il est vrai que quand on a mis la retraite à l'âge de 60 ans, c'était généreux de sa part. C'était un objectif que les Français pouvaient admettre. Sauf qu'aujourd'hui, et depuis cette date-là, il y a eu un allongement considérable de la vie de nos concitoyens. On ne peut pas s'en plaindre. Et à partir de ce moment-là, ou bien on réformait et on demandait de travailler un peu plus pour sauver le système par répartition, ou bien dans 15 ans, on n'aurait plus eu de retraite. Et c'est donc très courageux ce que le président de la République et le Premier ministre ont fait, même si nous étions à contre-courant de l'opinion publique. Aujourd'hui d'ailleurs, vous voyez bien que cette réforme, elle passe plutôt bien, alors que les syndicats protestent, qu'ils veuillent être... Nous ne nous inquiétons pas particulièrement. Mais sinon, eh bien, à terme, il n'y aurait plus de retraite par répartition. Donc il faut avoir le courage quand on gouverne. Il faut consensus dans votre camp. Ce n'est pas le cas pour toutes les mesures. Les 35 heures, Jean-François Copé veut tirer un trait sur les 35 heures. Xavier Bertrand ne veut pas y toucher. Sur la TVA sociale, Jean-François Copé persiste et signe. Xavier Bertrand répond qu'il n'en a absolument pas la nostalgie. Jean-Claude Gaudin, dites-nous, quelle position il faut écouter? Aujourd'hui, justement, l'UMP a organisé cet après-midi une convention nationale sur la refondation sociale et va détailler un certain nombre de propositions. Alors, l'UMP, à travers le spécialiste, c'est Hervé Novelli, propose que le temps de travail soit fixé par la négociation conventionnelle, par branche ou entreprise, plutôt que par la loi. Et il dit on pourra faire tout cela dans un délai de 3 ans à partir de 2012. Eh bien, on verra si à ce moment-là, on peut réaliser tout cela. Mais évidemment, dès qu'on veut proposer quelque chose ou changer quelque chose, vous avez les conservatismes qui s'opposent à tout. Là, je vous pose la question, à l'intérieur de votre camp, comment vous qualifiez les relations entre le gouvernement et en l'occurrence M. Xavier Bertrand et puis l'UMP et Jean-François Copé? Écoutez, l'UMP est une formation politique importante. Elle se doit de faire des propositions. Elle n'est pas là que pour suivre... Même si elles vont à l'encontre du gouvernement? Non, mais évidemment que le gouvernement, lorsqu'il fait une proposition, souhaite que toute l'UMP suive et adhère. Mais attendez, nous sommes des parlementaires, des hommes et des femmes libres, qui avons des convictions, qui avons des connaissances pour certains dans ce domaine social. Bon, et à partir de ce moment-là, on fait remarquer au gouvernement un certain nombre de choses. Nous ne sommes pas, comment dirais-je, obligés de suivre spontanément tout ce que dit le gouvernement. Au contraire, entre le gouvernement et l'UMP, on peut rajouter Madame la Marquise. Non, mais c'est pas que tout va bien, mais ça va pas si mal que ça lorsque pendant 5 années de présidence de M. Nicolas Sarkozy, on s'est tout tapé. La crise financière, la crise sociale, la crise économique, la crise environnementale. Personne n'a vu venir ce qui se passait autour de la Méditerranée en 5 ans. Et pourtant, il a dominé tout cela, Nicolas Sarkozy. Et pourtant, il a vu venir un certain nombre de choses, notamment en Géorgie ou ailleurs. Pourquoi alors est-il
si bas dans les sondages? Pourquoi ce désamour? Nous verrons ce que donneront les sondages à un moment ou à un autre. Regardez, entre Madame Eva Joly et Monsieur Hulot, tout le monde pronostiquait que Monsieur Hulot allait faire son affaire de la dame en moins de 2. Eh bien, c'est la dame qui gagne. Et les sondages, on verra bien. Les sondages n'ont jamais dit à l'avance celui qui allait gagner. Il n'y a pas de sondage encore sur les élections sénatoriales, mais il y a beaucoup de sénateurs qui en parlent déjà. Alors, les élections sénatoriales, c'est l'ultime test avant la présidentielle. Certains, Jean-Claude Gaudin, certains à gauche, croient à un basculement, à gauche de la majorité. Que leur répondez-vous? Que d'abord, bien entendu, cette fois-ci, le risque est plus grand qu'avant, puisque d'habitude, on renouvelle le Sénat par tiers. Cette fois-ci, on renouvelle le tiers normal, auquel s'ajoute maintenant que nous avons réduit le mandat de 9 ans à 6 ans, Paris et les départements de la région parisienne. Ce qui fait que c'est la moitié du Sénat qui est renouvelable. Si les élections cantonales qui viennent de se produire et qui n'ont pas été si mauvaises que ça pour la droite républicaine et le centre, n'ont pas d'influence ou epsilon sur le résultat sénatorial. Par contre, les mauvaises élections municipales de 2008 que nous avions enregistrées auront un effet un peu plus pénalisant pour la droite républicaine et le centre. Néanmoins, avec le président Larcher, nous travaillons justement à la préparation de ce renouvellement sénatorial de septembre. Il est plutôt tranquille d'ailleurs, le président Larcher. Il a raison d'être aussi cool. Oui, prenons par exemple le vote d'hier au soir à la Haute Assemblée. Le vote sur le tableau des conseillers territoriaux. On nous annonçait une catastrophe. On nous annonçait que nous n'aurions pas la majorité. Nous avons fait 170 voix et la gauche en a fait 155. Ou les opposants au tableau en ont fait 155. C'est peut-être même un bon signe, tenez. Ça, c'est un vrai sondage. Mieux que les sondages des grands instituts, parce que c'est nous qui le vivons à l'intérieur de la Haute Assemblée. Vous avez parlé des élections cantonales, municipales, mais pas de l'élection présidentielle. Est-ce que les sénatoriales sont liées avec l'élection présidentielle? Non, puisqu'elles arrivent avant. Mais ce serait évidemment un très mauvais coup pour le président de la République, pour le gouvernement de François Fillon, si nous perdions la majorité au Sénat, ou si nous loupions l'élection du président Larcher. Personnellement, je ne le crois pas. Oh, je n'entre pas dans le triomphalisme, mais j'ai le sentiment que, ayant préparé avec le président Larcher, avec le président François Zocchetto, avec nos formations politiques, nous avons préparé nos élections sénatoriales et nous pensons que la majorité de la droite républicaine et du centre a encore une avance substantielle. Vous êtes en ordre de bataille et pourtant des listes dissidentes se montrent dans de nombreux départements et à Paris avec la liste officielle de Chantal Joanneau et la dissidente de Pierre Charon. Est-ce que à Paris c'est la chronique d'une défaite annoncée, en tout cas pour des sièges perdus? Moi personnellement j'avais sur Paris une conception, c'est-à-dire que seuls les conseillers de Paris font les élections des sénateurs de Paris. Et par conséquent, moi, dans mon analyse à moi, il faut avoir deux critères. Soit on est sénateur sortant de Paris, soit on est membre du Conseil de Paris. Bon, il se trouve que nous avons choisi une femme jeune. Pourquoi? Parce qu'on dit toujours, et la Haute Assemblée, ce sont des gens qui ont atteint un certain âge, etc. etc. Mais elle a pour elle que sa jeunesse? Non mais attendez, elle a pour elle le fait que d'abord c'est une femme qui est ministre, c'est une femme qui a dirigé notre liste aux élections régionales, et dans cette continuité, nous avons souhaité choisir cette femme pour apporter de la modernité. Mais derrière elle, il y a déjà d'autres sénateurs sortants. Monsieur Philippe Dominati, qui a un nom connu à Paris, qui est un homme totalement respectable et sénateur sortant. Il sera le numéro 2. Non mais attendez, vous me posez la question, laissez-moi répondre. En numéro 3, il y a Madame Catherine Dumas, elle a sa place à la Haute Assemblée, et ainsi de suite. Bon, il est clair que vous n'empêchez pas, au moment d'une élection sénatoriale, des hommes et des femmes qui n'ont pas été choisis de dire « mais moi je suis autant bon et je suis même meilleur que telle ou telle personne ». Et pourtant, il faut à un moment donné que la formation politique fasse un choix dont nous avons fait un choix, et ceux qui ne respecteront pas le choix, alors qu'ils s'intitulent de notre bord, alors qu'ils disent partager nos valeurs,
feront courir un risque énorme à la majorité sénatoriale et par ricochet au président de la République, parce que ce ne serait pas bon pour nous, ni pour le président de la République, si le président Larcher n'était pas réélu, si nous perdions la majorité. Mais d'après le travail que nous... attendez, sur les gens qui ne respectent pas les décisions qui sont prises, qui ne veulent pas se plier à un arbitrage qui a été mûrement préparé, réfléchi, concerté, dialogué. Voilà. Cependant, je vous dis qu'à l'heure actuelle, nous considérons, le président Larcher, moi-même, le président Zocchetto aussi, et puis d'autres observateurs dans la famille radicale, que nous devons garder la majorité au Sénat. Rappelez-vous ce que disaient les socialistes au moment des cantonales. Ils disaient, les socialistes triomphants, si nous ne gagnions pas 10 départements, ce sera un échec. Ils ont gagné 2 départements et ils en ont perdu 1. Ça devrait les inciter à un peu plus de modération. Alors nous, dans notre cas, nous sommes prudents. Je dis encore une fois, écartons tout triomphalisme, mais nous pensons y arriver. Quant aux dissidents dont vous me parlez, rassurez-vous, ils n'existent pas qu'à droite et au centre. Ils existent aussi à gauche. Et c'est aussi difficile à gauche pour faire des listes ou pour choisir des personnalités. Alors là, on ne va pas parler de listes dissidentes, mais de comportements qui posent problème dans une république irréprochable. Jean-Claude Gaudin, le Parlement doit aussi être irréprochable. Jean-Marc Pastor, c'est un questeur socialiste du Sénat. Il est mis en cause. Pour l'instant, ce ne sont que des mises en cause par le site Mediapart pour des notes de frais douteuses. Cette affaire empoisonne l'atmosphère au Sénat, à la veille quand même d'une campagne. Est-ce qu'il doit démissionner? Oh non, mais écoutez, d'abord, s'il est l'objet d'un dépôt de plainte, s'il y a une action en justice, que la justice fasse ce qu'elle doit faire, et nous n'allons pas transformer les sénateurs de la Haute Assemblée en censeurs, en justiciers. Soyons un peu prudents quand on voit ce qui s'est passé avec DSK. Quand on voit tout ce qui se passe dans ce domaine-là, où la presse fonce tête baissée pour dénigrer les gens. Prenez l'exemple du président de la République. Jamais un président de la République n'aura été aussi vilipendé, aussi attaqué, aussi violemment caricaturé que Nicolas Sarkozy. Eh bien, c'est ça que les Français ne supporteront pas. C'est pas à la presse à dicter les actes de justice, c'est à la justice elle-même de le faire. Merci beaucoup, Jean-Claude Gaudin, d'avoir été notre invité pour ce journal. Merci. Et pour refermer ce 22h, tout de suite, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est préparé ce soir par Simon Barbaret. Avoir son nom sur la liste, telle était la question existentielle ce matin pour des centaines de milliers de lycéens. Les résultats du bac 2011 sont tombés. 76,8% de reçus dans la filière générale, c'est 2 points de plus par rapport à l'année dernière. Mais pour certains lauréats du bac scientifique, la note de mathématiques a un goût amer. Entachée de fraude, l'épreuve de maths a été amputée d'un exercice. Une injustice pour certains candidats. Luc Châtel déclarait ce soir que personne n'avait été lésé. 2 ans après la fusion entre la NPE et les ACDIC, les sénateurs pointent une déshumanisation du traitement des chômeurs. C'est le constat de la mission parlementaire sur le Pôle emploi adoptée aujourd'hui au Sénat. Dans certaines régions, un seul agent suit près de 200 demandeurs d'emploi. La mission propose donc un renforcement des effectifs et un meilleur suivi personnalisé des chômeurs. Cette gouvernance par la performance n'est pas là dans cette entreprise qui est Pôle emploi, et je pense que c'est ça la véritable voie de progrès, avancer vers une gouvernance par la performance. Jean-Marc Pastor va rembourser. Épinglé en début de semaine par le site Mediapart pour des notes de frais douteuses, le sénateur socialiste du Tarn et questeur du Sénat a fait son mea culpa aujourd'hui. Oui, une lettre de soutien signée par le président du Sénat Gérard Larcher a bien été envoyée à un quotidien régional, mais par erreur. Le document en question constituait des éléments de langage destinés à préparer un éventuel communiqué. Le secrétariat de la questure l'aurait fait parvenir prématurément sans le soumettre à la validation de Gérard Larcher. Alors que le premier bateau de la flottille bloquée à Athènes est parti cet après-midi, malgré la surveillance des autorités grecques, 600 militants s'apprêtent à rejoindre Gaza, mais par les airs. La mission Bienvenue en Palestine apportera son soutien à la population civile. Un voyage symbolique qui risque lui aussi de se heurter au blocus israélien. On va se retrouver face à le droit de la force contre la force du droit.
11 morts de plus aujourd'hui en Syrie. Les forces de sécurité du régime de Bachar al-Assad ont fait feu sur la population dans la ville de Hama, au centre du pays. Sur place, les ONG comptent leurs morts, plus de 1300 depuis le début de la contestation en mars dernier, et se plaignent de la faible pression de la communauté internationale. Ce n'est pas l'Occident qui bloque, ce sont justement les pays émergents. J'ai évoqué le Brésil, j'ai évoqué l'Inde, j'ai évoqué l'Afrique du Sud, j'évoque la Chine, j'évoque la Russie. Ils sont décidés à ne rien faire. Alors on ne peut pas faire contre eux. Et votre soirée se poursuit sur Public Sénat. Restez avec nous tout de suite. Votre émission Déshabillons-les. Le thème, l'insaisissable Monsieur Borloo ira pas en 2012. Telle est la question posée ce soir. Belle soirée à vous et à demain. Les citoyens de Sarajevo étaient bien déterminés à défendre leur ville. Sarajevo ne pouvait pas tomber. Avril 1992, Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine, est assiégée par l'armée serbe. Pour communiquer à l'extérieur et ravitailler la ville, des habitants décident de construire un tunnel. À 99%, croyez-le ou non, ce tunnel a sauvé la ville. À l'aide d'archives et de témoignages exceptionnels, le documentaire de Nedim Lankarevic retrace le combat des citoyens de Sarajevo. Le tunnel de Sarajevo, un documentaire de Nedim Lankarevic, dimanche à 9h sur Public Sénat, suivi d'un débat animé par Élise Lucet. Les sondages sont plutôt favorables pour vous. Les gens vous trouvent de la crédibilité pour être candidat. Est-ce que vous y pensez de plus en plus sérieusement? En me rasant, comme dirait En me rasant, vous coiffant. En me coiffant, ça serait mieux. Plein de moments, on peut penser à ça. J'ai bien coiffé aujourd'hui. Oui, mais répondez. Vous ne trouvez pas? Et c'est vrai que ce jour-là, il était moins ébouriffé que d'habitude. Depuis des mois, l'ex-ministre fait durer le suspense sur sa candidature à la présidentielle. Mais pourquoi avoir choisi d'en parler autant et aussitôt, tout en faisant autant durer le suspense? Son style hors norme et son désir de parler vrai sont-ils des atouts ou au contraire des handicaps? Et tente-t-il réellement de faire de la politique autrement? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, celui qui s'est un jour qualifié du titre de politique le plus mal habillé, avec nous 4 invités. Guillaume Mallory, journaliste au Nouvel Observateur. Vous connaissez Jean-Louis Borloo depuis longtemps et vous l'avez suivi notamment à quelques moments importants de son parcours. Mickaël Darmon, journaliste politique à iTélé. Vous êtes en outre un spécialiste de l'Élysée qui a connu ces derniers temps des relations un petit peu compliquées avec Jean-Louis Borloo. Gilles Masson de l'agence MC Saatchi Gad pour analyser ce style hors du commun. Et enfin, Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission. On va commencer avec vous par commenter la manière dont Jean-Louis Borloo